Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars sont devenus le symbole de la guerre moderne. Des machines tonnantes, avec des canons capables de changer le cours des batailles. Un ennemi tout aussi important auquel ils devaient faire face n'était cependant pas seulement les armes anti-chars ennemies. Sur le front de l'Est, les températures chutaient à -40 degrés Celsius. À l'ouest, le cruel hiver de 1944-1945 fit des Ardennes et des marécages hollandais un désert glacé. Parmi les équipages, circulaient des histoires sur la façon dont non seulement la peau humaine avait gelé, mais aussi l'huile dans les moteurs et les systèmes hydrauliques des armes. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les tankistes affrontaient, pendant les mois d'hiver froid, non seulement les projectiles mortels, mais aussi les défis quotidiens du gel, de la neige et du vent. Dans les premières années de guerre, les constructeurs de chars n'avaient pas beaucoup d'expérience avec les températures extrêmes. Les premiers modèles étaient conçus pour les champs de bataille en France et en Pologne, non pour les plaines sibériennes ou les cols alpins. Les conducteurs et mécaniciens devaient rapidement improviser. Tandis qu'un membre d'équipage contrôlait l'huile, un autre essayait de faire bouger les chenilles gelées. Dans les écoles militaires de l'époque, les futurs tankistes apprenèrent la tactique de combat. Non, comment reconnaître l'approche du gel par la fragilité des joints en caoutchouc. Progressivement, il devenait évident que l'hiver avait différents visages. Parfois c'était un petit désagrément sous forme de givre sur l'optique, parfois un juge cruel qui décidait si la machine démarrait ou restait bloquée sur place. Le plan d'ouverture pourrait montrer un char au milieu d'une plaine couverte de neige, une machine paraissant invincible et pourtant impuissante sans l'intelligence et la chaleur humaine. En arrière-plan, nous pourrions entendre le sifflement de la vapeur et le claquement du moteur, tandis que le narrateur demande « Comment les équipages ont-ils appris à survivre dans des conditions qui ne pardonnaient pas les erreurs ?» Ce sera un voyage dans le passé, plein de curiosités techniques, d'histoires personnelles et de lois naturelles. Pour comprendre cela, nous devons d'abord connaître l'environnement même dans lequel les chars évoluaient. Les défis de la guerre hivernale changeaient en plus selon les régions. Le nord de la Finlande, pendant la guerre d'hiver, ressemblait à une expédition polaire, où les chars se déplaçaient entre des lacs gelés et des dunes de neige. Les Balkans ou l'Europe centrale offraient d'autres obstacles, la neige mouillée et la neige fondante qui entravait la visibilité et faisait que les chenilles patinaient. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment différents champs de bataille se sont transformés en laboratoires d'improvisation et comment quelques principes simples sont devenus des procédures qui inspirent encore aujourd'hui les armées modernes. Dans un moment, nous révélerons comment le froid a influencé la tactique, la logistique et la vie personnelle des équipages. Dans un moment, nous révélerons comment des projets industriels sont devenus des foyers sur chenilles improvisés. Nous imaginerons des équipages éprouvés par le gel de diverses armées combattantes et examinerons la combinaison d'ingéniosité technique, d'inventivité et d'esprit de camaraderie qui les maintenait en marche. Nous nous consacrerons non seulement aux moteurs froids, mais aussi aux gens qui passaient des journées entières dans ces manteaux métalliques. Les témoignages et les photographies d'époque nous permettront de jeter un regard dans leur monde. À la lumière des images d'archives, nous découvrirons que pour les tankistes, le combat n'était pas seulement une question de tir et de défense. Chaque jour glacial devenait un test de survie. Ils devaient résoudre comment dormir, quoi manger et comment gérer l'hygiène dans des espaces de quelques mètres carrés. Entrez avec nous dans la capsule blindée au milieu de l'hiver, où la température chute mais la détermination demeure. L'idée que les chars sont invincibles se dissipa rapidement pendant les premiers hivers glaciaux. Sur le front de l'Est, l'armée allemande comptait sur une percée rapide. Mais la cruelle réalité de l'hiver russe ruina ses plans. Certains jours de 1941, les colonnes de PZKP 3 et 4 restèrent immobiles. Le lubrifiant des chars et véhicules gela, et les moteurs ne purent être démarrés. Les mécanismes de recul des canons gelèrent également. Le commandement allemand admit qu'en novembre, il avait plus d'hommes à l'hôpital à cause des gelures qu'à cause des blessures. L'hiver de 1941 à 42
devint un véritable tournant. L'opération Barbarossa, lancée en juin, progressait initialement à un rythme rapide, mais dès l'automne, la fameuse Rasputitsa russe, la période des routes boueuses, devint le présage d'une catastrophe encore pire. Quand en octobre commença l'opération Typhoon, l'attaque sur Moscou, l'enthousiasme des tankistes allemands s'estompa rapidement. La boue se changea en glace, et les unités de première ligne se retrouvèrent sans uniforme d'hiver, car les lignes d'approvisionnement logistique donnèrent la priorité aux munitions et au carburant. Pendant ce temps, les soviétiques déplacèrent des divisions sibériennes en manteau ouaté blanc, qui étaient entraînées pour le combat hivernal. Pour les équipages de chars, cela signifiait qu'ils rencontraient un adversaire entraîné, tandis qu'eux-mêmes se débattaient avec des doigts gelés. À l'autre bout de l'Europe, en Belgique et au Luxembourg, se déroula dans les jours de décembre de 1944 la bataille des Ardennes. Les unités de chars des Alliés et de la Wehrmacht se retrouvèrent dans une tempête de neige, de brouillard et de température bien en dessous du point de congélation. Les tankistes américains et britanniques, qui avaient jusqu'alors combattu principalement dans des conditions estivales, durent improviser. Ils restèrent souvent bloqués dans des vallées enneigées et voyaient à peine quelques mètres devant eux. Un équipage de Sherman décrivit comment il dut enlever la nuit la neige qui s'accumulait sur la caisse blindée, car il y avait un risque que le char ne puisse pas tourner à cause de la neige gelée. En même temps, il devait constamment craindre les attaques de l'infanterie, qui savait ramper imperceptiblement dans la neige. Au nord, en Finlande, se déroula l'hiver de 1939, la guerre d'hiver, entre la Finlande et l'Union soviétique. Bien que ce conflit ait précédé les combats mondiaux, ce fut une leçon pour les tankistes ultérieurs. Les soviétiques envoyaient des chars légers sur les lacs gelés, qui se brisaient souvent à travers la glace. Les Finlandais utilisaient le gel et le camouflage. Leurs unités de ski évitèrent le combat direct et se concentrèrent sur les colonnes d'approvisionnement. Les tankistes qui survécurent à cette expérience conseillèrent plus tard que le plus grand ennemi était la mauvaise planification. Sans connaissance du terrain et préparation au gel, même les chars puissants pouvaient ne servir à rien. Les équipages réalisèrent rapidement que le combat contre l'hiver était continu. Il commençait par la préparation, continuait pendant le combat et ne se terminait même pas après sa fin. Les gelures apparaissent discrètement. D'abord les doigts s'engourdissent, puis viennent les ampoules et les taches noires. Dans le froid menace aussi la déshydratation, car les gens boivent moins et perdent des liquides par une respiration accélérée. Certains tankistes témoignèrent que le pire n'était pas le gel lui-même, mais la combinaison de fatigue, de peur et d'étroitesse. Dans un moment, nous révélerons comment ces défis physiques et psychiques ont influencé les procédures techniques et comment les équipages ont appris à maintenir leurs machines en mouvement. De l'autre côté du front, les soviétiques utilisaient leur expérience du climat froid. Selon les rapports de l'état-major général soviétique de janvier 1942, les soldats russes portaient des manteaux ouatés, des bottes en feutre et des bonnets en fourrure. Cet équipement réduisait le risque de gelure et leur permettait de rester plus longtemps sur le terrain. En revanche, les Allemands dans les premiers hivers improvisaient. Ils fourraient des journaux et de la paille sous leur uniforme pour isoler la chaleur. Le manque de vêtements appropriés et les différences d'approvisionnement se reflétaient aussi dans le moral et la capacité des équipages à opérer. Sur le front occidental, de 1944, la combinaison de routes détrempées et de violentes tempêtes de neige arrêta l'avancée alliée vers l'Allemagne. Les villages hollandais et belges se transformèrent en pièges boueux, dans lesquels les chars s'enlisaient. De même, la brigade blindée britannique, combattant dans les Ardennes, dut résoudre le problème de la neige qui gelait et s'accumulait sous les jupes blindées du char Matilda. Comme le fit remarquer un officier technique, quand la neige se tassait et gelait pendant la marche, elle pouvait arrêter complètement le char. Dans ces conditions, les équipages apprirent que la nature pouvait être un pire ennemi qu'un obus ennemi. Nos héros devaient s'appuyer sur des astuces simples et des inventions modernes. Pendant ce temps,
Des questions ne cessèrent de tourner dans leur tête. Comment démarrer un moteur à moins 30 degrés Celsius? Où trouver de la nourriture chaude quand la machine ne peut quitter sa position? Nous chercherons les réponses dans le chapitre suivant, où nous révélerons les secrets du maintien des chars en marche. Le moteur d'un char est le cœur de la machine. Pendant l'hiver, cependant, ce cœur pouvait facilement se durcir. Beaucoup d'équipages découvrirent que la seule façon d'empêcher l'huile et le carburant de geler était de laisser le moteur tourner. Sur le front de l'Est, les tankistes laissaient souvent les moteurs tourner toute la nuit, ce qui nécessitait un approvisionnement continu en carburant. Le char soviétique T-34 avait l'avantage de l'air comprimé pour le démarrage. Grâce à cela, il pouvait démarrer même à moins 30 degrés Celsius, tandis que les moteurs allemands, avec du lubrifiant ordinaire, ne pouvaient surmonter la rigidité glacée. Cette différence entre le moteur diesel du T-34 et les moteurs à essence des machines allemandes devint légendaire. L'hiver souligna l'importance des lubrifiants appropriés. Les unités allemandes utilisaient des huiles standards qui épaississaient à basse température, ce qui faisait tourner le moteur plus lentement et décharger la batterie. Les ingénieurs soviétiques expérimentaient avec des huiles à faible viscosité et ajoutèrent du pétrole au mélange pour abaisser le point de congélation. Quand la situation devenait critique, les mécaniciens chauffaient l'huile au feu ou versèrent de l'eau chaude sur le moteur. Les manuels logistiques recommandaient de stocker les fûts d'huile dans des entrepôts chauffés, mais sur le front, ils n'étaient souvent pas disponibles. L'exception était les chaudières de chauffage mobile installées sur des camions qui pouvaient approvisionner de plus grandes unités. Les démarreurs auxiliaires devinrent une innovation clé. Certaines machines allemandes avaient des chauffages électriques de bougies d'allumage et des chauffages d'huile installés. Mais en raison de la complexité de production et de la consommation d'énergie, il y en avait peu. Sur les chars S, D, K, F, Z, 16, développés pour les machines légères, fut ajouté un circuit de chauffage qui pouvait chauffer l'huile en quelques minutes. De même, sur l'IS, 2 soviétiques, fut installée dans la transmission une unité de chauffage qui utilisait la chaleur du moteur et permettait un flux d'air inversé vers l'espace de combat. Cette construction non seulement simplifia le démarrage, mais fournit aussi un chauffage de base pour l'équipage. Les pratiques des équipages différaient selon la situation. Certains équipages utilisaient des lampes à flammes, similaires aux lampes à essence d'aujourd'hui, pour chauffer le bloc moteur. Ailleurs à l'est, se répandit la méthode de cuisson dans les cendres. Les mécaniciens allumaient un feu près du char, puis plaçaient sur les charbons chauds une plaque de fer qui conduisait la chaleur vers le moteur. Cette méthode était dangereuse, mais souvent la seule disponible. Plus tard furent développés des générateurs portables au diesel qui produisaient de l'air chaud. Cet air était acheminé par tuyaux vers le moteur ou dans la cabine. C'était le précurseur des chauffages indépendants d'aujourd'hui. Le fonctionnement continu du moteur avait aussi ses inconvénients. L'augmentation de la consommation de carburant signifiait que les citernes devaient être roulées même dans les pires conditions et risquaient une embuscade. De plus, un moteur bruyant pouvait révéler la position du char. Parfois, donc, les équipages combinaient le fonctionnement du moteur avec d'autres mesures. Ils tendirent des couvertures autour de l'espace moteur pour retenir la chaleur et isolèrent de l'extérieur le capot moteur avec de la neige. Un autre problème était l'échappement. Un échappement trop chaud pouvait faire fondre la neige et créer de la boue dans laquelle le char s'enlisait. Les mécaniciens construisaient donc des remblais de neige autour de l'échappement pour disperser la chaleur et masquer les traces. La charge des batteries était un autre problème. Les basses températures réduisent leur capacité, et un char sans énergie électrique ne peut tirer, encore moins démarrer. Dans les conditions du front, il était courant que les équipages échangent les batteries entre véhicules et utilisent des générateurs pour les recharger. Dans certains cas, on utilisait aussi des jeeps et des motocyclettes qui fournissaient du courant électrique aux démarreurs par des câbles. Ce démarrage par câble improvisé
devint une partie courante de la routine hivernale. Les moteurs souffraient en plus de condensation interne. Quand ils s'arrêtaient après un long fonctionnement, la vapeur à l'intérieur gelait sur les parois et créait des cristaux de glace qui pouvaient endommager les pistons. Les équipages expérimentés essayaient donc de faire tourner le moteur manuellement plusieurs fois après l'arrêt pour libérer le condensat. Sur les moteurs diesel T-34, il y avait en plus le risque qu'en cas de refroidissement soudain, le diesel non brûlé explose. C'est pourquoi les tankistes soviétiques respectaient des procédures strictes lors de l'ajout de carburant. À la fin de ce chapitre, il est clair que la mécanique hivernale était aussi importante que la tactique. Les gels forcèrent les armées à innover et les équipages à la détermination. Dans la partie suivante, nous verrons comment les équipages prenaient soin d'eux-mêmes et surtout comment ils essayaient de transformer l'intérieur glacé du char en refuge acceptable. Les constructeurs allemands furent cependant inspirés par l'hiver pour des améliorations. Dans le cadre du projet SDKFZ-16, ils développèrent un circuit de chauffage qui permettait de chauffer l'huile moteur en 1 à 2 minutes avant le démarrage. Le char lourd IS-2 ultérieur, développé par les soviétiques, contenait un dispositif de chauffage moteur installé dans le bloc de transmission et un système spécial pour le flux d'air inversé à travers le moteur, qui pouvait chauffer l'espace de combat. Pendant la journée, les équipages utilisèrent souvent un générateur auxiliaire à 2 temps installé dans les machines de type M4 Sherman. Le manuel américain indique que la chaleur de l'échappement de cet agrégat servait de système de chauffage improvisé, et les versions ultérieures avaient même une distribution qui dirigeait l'air chaud vers l'espace moteur, ou directement dans l'intérieur de l'équipage. Quand la technique échouait, les méthodes populaires prenaient le relais. Certains équipages sur le front de l'Est allumaient sous le moteur des feux de charbon de bois ou d'essence pour faire dégeler l'huile. Cette pratique était cependant risquée, non seulement à cause du risque d'incendie, mais aussi parce que la fumée trahissait la position et attirait le tir d'artillerie. Le tankiste allemand Otto Carius décrit dans ses mémoires que si la batterie fonctionnait, le démarrage par temps froid n'était pas un problème, mais en cas de décharge, le moteur devait être chauffé. Il avertissait cependant qu'allumer un feu sous le char attirerait l'attention ennemie, et il ne l'a jamais fait lui-même. D'autres équipages recouraient à des solutions techniques improvisées. Parmi les tankistes, circulaient des conseils sur comment ajouter de l'essence au moteur pour réduire la viscosité de l'huile. D'autres utilisèrent de l'eau chaude pour chauffer le bloc moteur. Les sources modernes soulignent qu'à des températures autour de moins 30 degrés Celsius, le moteur devrait être démarré toutes les 2 à 3 heures, sinon il gèlerait. Dans les conditions de guerre, cependant, on trouvait rarement le temps et le carburant pour de tels soins. C'est pourquoi les équipages devaient souvent choisir entre le risque de surchauffe du moteur et l'arrêt, qui pouvait signifier un retard mortel. Il est caractéristique que l'adaptation technologique allait de pair avec le courage personnel et l'ingéniosité. Les tankistes soviétiques développèrent l'habitude de couvrir le moteur d'une bâche. Leur Sherman, fourni dans le cadre du programme Lend-Lease, avait 2 turbines de ventilation puissantes, qui refroidissaient certes le moteur, mais apportaient à l'équipage plutôt un courant d'air qu'une chaleur. Comme se souvenait le tankiste Dmitri Fedorovitch, il devait ajouter une bâche par-dessus le moteur pour maintenir au moins un peu de chaleur à l'intérieur. Puis ils allaient dormir directement dans l'espace du char et adoptèrent les combinaisons en polaire américaines. Qu'il s'agisse d'un circuit de chauffage ou d'un simple morceau de bâche, le but de toutes ces procédures était maintenir le char en marche et eux-mêmes vivants. Et tandis que certains mécaniciens luttaient avec le diesel gelé, les équipages commencèrent à se concentrer sur leur propre confort, dont nous en apprendrons plus dans la partie suivante. Après l'aperçu technique, transportons-nous à l'intérieur du char. Dès que l'équipage ferma les écoutilles, il se retrouva dans un autre monde, fermé, métallique et sombre. Selon la description de l'historien James Holland dans le programme du National Army Museum, l'intérieur du Sherman était néanmoins plus spacieux que certains autres chars.
mais c'était encore un endroit où l'on se cognait constamment les coudes et la tête. Pendant les mois d'été, cela sentait le caoutchouc, l'huile et la cordite brûlée, et l'odeur se mélangeait à la sueur et l'urine. Le char était non seulement une machine, mais aussi un salon, une salle à manger, et des toilettes. En hiver, les conditions changèrent. La marmite blindée devint un réfrigérateur. Les parois métalliques du char étaient un avantage et une malédiction. Dans la chaleur, elle servait d'accumulateur thermique. En hiver, cependant, elle fonctionnait comme un réfrigérateur. Quand l'équipage respirait, la vapeur d'eau condensait sur les parois et formait de petits cristaux de glace. Ces cristaux tombaient pendant la marche et se transformaient en neige fine qui se déposait sur l'équipement. Les tankistes découvrirent bientôt qu'ils devaient régulièrement essuyer le métal pour empêcher la rouille au lot des contacts électriques. Le problème concernait aussi l'optique. Les périscopes gelés limitaient la vue et il fallait respirer sur la tourelle de tir avec une couverture pour ne pas l'aveugler. Un autre danger était représenté par le monoxyde de carbone. Le moteur ou le générateur auxiliaire brûlait de l'essence ou du diesel, et les vapeurs pouvaient pénétrer dans l'intérieur. Dans un espace fermé sans ventilation adéquate, c'était un tueur silencieux. C'est pourquoi les équipages ouvraient régulièrement les écoutilles et aéraient, même si l'air glacial pénétrait à l'intérieur. Certains tankistes se couvraient la bouche d'un foulard lors de l'aération pour éviter les gelures des poumons. Et bien que des ventilateurs se trouvent à l'intérieur du char, ils n'étaient pas toujours fonctionnels, et leur bruit épuisait l'équipage. Les différences entre les types individuels de chars étaient considérables. Les Panthers et Tiger allemands avaient des cloisons séparant l'espace de combat du moteur, ce qui réduisait la quantité de chaleur pénétrant vers l'avant. Cela avait un avantage, dans la chaleur estivale, mais en hiver, cela signifiait que l'équipage avait besoin de couches supplémentaires de vêtements. Les T-34 soviétiques avaient le moteur directement derrière la tourelle. Grâce à cela, la chaleur se répandait dans les compartiments avant, mais augmentait en même temps le risque d'incendie. Les Crusader et Cromwell britanniques étaient construits en mettant l'accent sur la vitesse, non sur le confort. Leur blindage plus mince laissait passer le froid comme un couteau. Les Sherman américains étaient un plus robustes et offraient un peu plus d'espace, ce qui permettait de stocker des couvertures et des provisions supplémentaires. Les tankistes Korki se créaient de petits foyers à l'intérieur des machines métalliques. Ils attachaient des photos de familles aux parois de la tourelle, cachèrent du chocolat derrière les sièges et pliaient soigneusement les uniformes pour qu'ils ne s'en mêlent pas. En hiver, ils apportaient en plus dans le char des pierres chauffantes ou des bouteilles d'eau chaude qu'ils chauffant sur le moteur et utilisaient ensuite comme bouillottes improvisées. Les bougies jouaient aussi un rôle important. En plus de la lumière, elles fournissaient aussi une petite quantité de chaleur et aidaient à évacuer l'humidité. Bien sûr, il fallait veiller à ce que la flamme n'enflamme pas les vapeurs d'essence. C'est pourquoi les bougies ont été placées sur des supports métalliques et on veillait à ce que personne ne les renverse. Une expérience remarquable apporta un journal de tankistes britanniques dans lequel l'auteur décrit comment l'équipage décida pendant une nuit froide de chauffer le thé à l'aide d'une charge de poudre d'obus d'artillerie. Ils insérèrent la capsule dans une tasse en métal qu'ils posèrent au fond du char. L'explosion était certes petite, mais l'onde de chaleur créa pendant quelques minutes une sensation comme près d'une cheminée. Ces moments d'ingéniosité montrent que les équipages cherchaient constamment des moyens de transformer la coquille métallique en espace habitable. Des différences intéressantes existent aussi dans l'approche du sommeil. Certains tankistes juraient qu'ils préféraient dormir à l'intérieur, car ils se sentaient plus en sécurité face aux bombardements et pouvaient réagir rapidement à l'alarme. D'autres préféraient dormir sous le char, où ils évitaient le bruit du ventilateur et avaient accès à l'air frais. Pendant la bataille des Ardennes, certains tankistes américains déblayèrent même la neige et se creusèrent des lits de neige, sur lesquels ils posèrent une bâche et une couette. Grâce à la neige, ils s'isolèrent du vent, et la température à l'intérieur de la grotte était plus élevée qu'à l'extérieur. Dans le chapitre suivant, nous regarderons dans les armoires des équipages. Nous découvrirons quel équipement ils portaient, quels matériaux ils utilisaient et pourquoi un morceau de vêtement correctement choisi peut décider de la vie et de la mort.
Et nous verrons aussi comment les armées individuelles essayaient d'équilibrer le besoin de chaleur et de mobilité. Un chauffage fiable manquait. Certains tankistes britanniques et américains utilisaient le générateur auxiliaire déjà mentionné, qui produisait de la chaleur. Au début de la guerre, cependant, pratiquement aucun système de chauffage n'existait dans les intérieurs de chars. Les équipages se réchauffaient donc en laissant le moteur tourner au ralenti. Si la chaleur ne suffisait pas, ils se tournaient autour du tuyau d'échappement et s'enveloppèrent de couvertures. Les modifications ultérieures américaines du Sherman apportèrent des conduits d'air qui permettaient de dériver la chaleur de l'échappement directement dans l'intérieur. Dans certains cas, cependant, ces dispositifs se cassaient, ou les mécaniciens les déconnectaient pour économiser de l'espace. Chez les équipages soviétiques, on pensait plus au confort seulement, avec les chars lourds. Sur l'IS-2 fut introduit un système de flux d'air inversé, qui pouvait chauffer l'espace de combat. Il est intéressant que ce ne soit pas un radiateur séparé, mais une utilisation de la chaleur du moteur. Les ventilateurs pouvaient ainsi soit refroidir, soit chauffer. En pratique, cependant, la plupart des tankistes comptaient plutôt sur les vêtements et le contact humain commun. Les tankistes soviétiques se serraient souvent les uns contre les autres par temps froid pour partager la chaleur corporelle et dormaient assis sur des sièges métalliques tout en se soutenant mutuellement. Si l'équipage quittait le char, c'était généralement seulement brièvement, pour satisfaire des besoins ou préparer la nourriture. L'hygiène était rudimentaire. Selon James Holland, les tankistes britanniques utilisaient pour satisfaire leurs besoins des douilles d'obus vides, qui étaient ensuite jetées dehors. Le sommeil se déroulait soit à l'intérieur, où la chaleur était générée par le moteur, soit sous le char. Dormir sous la caisse était paradoxalement plus sûr que sur le toit, bien qu'il y ait le risque que le char puisse bouger ou s'effondrer. Les tankistes utilisaient des bâches et des sangles de position pour créer une sorte de lit suspendu entre les chenilles et l'espace moteur. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment les vêtements et l'équipement aidèrent les équipages à surmonter l'hiver et comment ils étaient conçus spécialement pour les tankistes. Ce n'est pas par hasard que l'hiver de 1941 reçut le surnom de General Gel. Pour que les équipages de chars survivent, ils devaient compter sur un équipement qui les isolait du métal glacé. Chaque armée choisit une stratégie différente, et ce non seulement à cause des conditions climatiques, mais aussi à cause de la disponibilité des matériaux. Au début de la guerre, les équipages des chars allemands portaient des manteaux gris-vert standards qui étaient destinés à l'infanterie, dans les gels extrêmes. Cependant, ces manteaux ne fournissaient pas une isolation suffisante. Après le cruel hiver de 1941 à 42, l'armée développa un costume d'hiver en 4 parties, en 1942. Une courte parka avec capuche et cordon de serrage, un pantalon isolé, des gants et une cagoule. L'ensemble complet des tiotes était réversible. D'un côté gris de campagne, de l'autre blanc pour le camouflage dans la neige. Ce costume fut bénéfique pour les équipages car il permettait un meilleur mouvement dans les espaces restreints du char et fournissait en même temps une isolation. Les tankistes soviétiques portaient diverses combinaisons de manteaux et pantalons en cuir avec des bottes robustes. Parfois, ils étaient équipés d'un long manteau en mouton, mais à cause des coûts, il y en avait peu. Beaucoup d'équipages reçurent un ensemble ouaté matelassé Telogreïka, un vêtement léger, mais chaud, rempli de coton, qui était fabriqué en noir spécialement pour les unités de chars. Ces vestes et pantalons fournissaient une isolation sans limiter le mouvement dans la tourelle. Certaines unités reçurent des manteaux en fourrure 3/4 et des versions isolées de casques de char en cuir. Grâce à eux, les tankistes pouvaient plus facilement endurer de longues gardes nocturnes près des chars qui devaient rester en alerte. Les Britanniques, au début de la guerre, comptèrent sur l'uniforme standard complété par des gilets en cuir ou de longs manteaux. Le tournant arriva seulement en 1943, quand fut introduite la légendaire combinaison monocouche, connue sous le nom de Pixie Suite. Selon la description du musée, il s'agissait d'un vêtement d'une pièce avec une doublure isolée épaisse et des parties en caoutchouc,
avec une double fermeture éclair du cou aux chevilles. Les fermetures permettaient de joindre les deux jambes et de créer ainsi un sac de couchage. Ce costume avait des poches inhabituelles, placées sur les jambes et la poitrine, pour que les conducteurs et copilotes puissent les atteindre, même en position assise. La capuche, attachée par bouton pression, protégeait la tête, et quand le costume était complètement fermé, le porteur ressemblait à un être de conte de fées, d'où le surnom Pixie Sweat. Les femmes et hommes de Grande-Bretagne apprécieront que la combinaison était imperméable et permettait de satisfaire facilement ses besoins sans avoir à se déshabiller. Néanmoins, beaucoup de tankistes se souvenaient que même avec le Pixie Sweat, ils devaient protéger les mains et le visage avec des gants et écharpes séparés pour éviter les gelures. L'armée américaine équipa ses tankistes du soi-disant tanker jacket, une veste courte avec une doublure épaisse et un col tricoté. L'équipement était conçu pour les conditions hivernales difficiles et assurait une protection thermique. La popularité de la veste dépassa rapidement les unités de chars. Elle était portée aussi par les parachutistes ou pilotes, car elle fournissait la chaleur et ne limitait pas le mouvement. Le deuxième modèle de veste apporta de petites améliorations, par exemple des fermetures éclairs plus résistantes et des poignées renforcées. En plus de la veste, les équipages américains recevaient dans le cadre du programme Lend-Lease vers l'URSS aussi des combinaisons en polaire, que selon le tankiste soviétique Dmitri Fedorovitch, les équipages adoptèrent très volontiers. L'équipement des armées individuelles reflétait non seulement les conditions climatiques, mais aussi les possibilités économiques. Les Allemands réussirent à développer un costume fonctionnel seulement après l'expérience bouleversante de l'hiver de 1941 à 1942. Les Soviétiques comptèrent sur la production de masses de manteaux ouatés, et les Britanniques créèrent une combinaison innovante que les équipages adoptèrent tellement qu'ils la portaient même après la guerre. Bien que les vêtements ne soient pas tout-puissants, ils protégeaient les parties vitales du corps contre les gelures et permettaient aux équipages de se concentrer sur le combat. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons sur la vie quotidienne dans l'équipage de chars, comment on cuisinait, dormait et maintenait l'hygiène par temps froid. Les accessoires méritent aussi d'être mentionnés, qui étaient qu'en non moins importants. Les équipages portaient sous les vestes plusieurs couches de sous-vêtements. La base était une chemise en laine, sur laquelle on enfilait un pull ou un manteau léger, et seulement ensuite le costume d'hiver principal. Les Allemands utilisèrent une combinaison de jambières rayées, qui s'enfilaient sur les mollets et protégèrent du froid. Les Soviétiques portaient des sarafanes, des manchettes qui isolaient les mains et les avant-bras. Les gants étaient souvent sous-estimés, mais cruciaux pour un tankiste. Quand le chargeur devait manipuler des obus métalliques, les gelures le menaçaient. Les parkas allemandes contenaient donc des moufles qui pouvaient être ouvertes pour que les doigts puissent actionner la gâchette ou la radio. Les Britanniques ajoutèrent au Pixie Sweat aussi des gants en cuir avec insert amovible. Les Américains distribuaient des gants en laine qui cependant s'imprégnaient rapidement d'huile et perdaient leur efficacité. Les tankistes soviétiques utilisaient de souvent des gants avec doublure en fourrure qui étaient certes encombrants mais résistants. Les chaussures d'Anko étaient particulièrement importantes. Les équipages allemands portèrent des bottes en cuir qui devaient être régulièrement graissées pour ne pas sécher et se fissurer. Les soviétiques utilisaient des bottes en feutre appelées des valanki, isolantes même à des températures extrêmes. Les unités britanniques et américaines portèrent des bottes en cuir avec doublure en fourrure. Celles-ci pouvaient cependant se mouiller sur la neige humide. Les équipages enfilèrent donc par-dessus les bottes des sacs en plastique ou des surchaussures en toile supplémentaire. Certains manuels de chars conseillaient même aux équipages de mettre des journaux dans les bottes. Le papier absorbait l'humidité et fournissait une couche d'isolation supplémentaire. Un élément intéressant du Pixie Sweat britannique était aussi le renfort intérieur qui fonctionnait comme un harnais. Si le char était touché, un compagnon d'armes pouvait tirer le blessé dehors à l'aide des sangles. Les fabricants pensèrent aussi aux poches pour les munitions ou cartes. Ces poches étaient placées de façon à ne pas gêner en position assise.
Les concepteurs soviétiques privilégièrent au contraire la simplicité. La Telogreïka n'avait pas beaucoup de poches, car les équipages portèrent la plupart des affaires dans des sacs suspendus à l'extérieur du char. Dans le contexte de la logistique, la distribution des vêtements était une discipline autonome. Les unités allemandes manquaient souvent de parkas et gants, car les stocks d'entrepôts restaient bloqués en Pologne. Les soviétiques souffraient du manque de bottes de qualité à cause de la production surchargée. Les unités américaines et britanniques pouvaient s'appuyer sur la production de masse, et les documents décrivent que certaines unités américaines envoyaient leurs vieilles vestes aux soviétiques dans le cadre du programme Lend-Lease. Ce flux d'équipements aida les équipages soviétiques, qui appréciaient la doublure chaude des combinaisons américaines. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons que même avec l'équipement de meilleure qualité, les équipages devaient faire face quotidiennement aux questions pratiques. Où manger, comment se laver et où dormir. Ces détails étaient cruciaux pour maintenir le moral et la capacité de combat. La vie dans un équipage de chars n'était pas seulement des heures infinies de combat, dominaient les moments d'attente où se résolvaient les besoins humains de base. Par temps froid, assurer de la nourriture chaude et du sommeil était crucial pour maintenir le moral. Les équipages de chars avaient à disposition des rations militaires standards, conserves, biscuits, thé et café. Les tankistes britanniques, par exemple chez les Sherwood Rangers, buvaient du thé noir avec du lait concentré carnation. Ils préparèrent la boisson sur un petit réchaud à primus juste à côté du char. Ils réchauffaient leurs mains gelées par la manipulation du métal au-dessus de la petite flamme, et chaque gorgée était un encouragement bienvenu. Selon James Holland, les équipages équipèrent les chars de sacs en toile, avec des provisions supplémentaires, et parfois amenaient d'eau même des poules pour les œufs. La nourriture n'était pas seulement une question de calories. Elle était un symbole du foyer. Quand les équipages ouvraient une conserve de goulash, l'arôme leur rappelait les cuisines familiales. C'est pourquoi les soldats échangeaient souvent des ingrédients. Chocolats américains contre thé britannique, pain noir soviétique contre biscuits allemands. Ce gastrotroc non officiel augmentait le moral et renforçait les amitiés entre équipages alliés. En même temps se développait la créativité. Certains équipages essayaient de cuire des brioches sur le capot moteur, d'autres mélangeaient le thon en conserve avec des haricots et créaient des salades improvisées. Dans les souvenirs des vétérans apparaissent aussi des histoires de manque d'eau. L'eau dans les bidons gelait, et les tankistes devaient donc faire fondre la neige dans des casseroles métalliques. La neige fondue était cependant sans minéraux, ce qui menait à la fatigue. C'est pourquoi certains ajoutaient dans l'eau un peu de sel ou un morceau de viande séchée pour obtenir les électrolytes nécessaires. Lors de la cuisine, on utilisait non seulement des primus, mais aussi de petits brûleurs à essence qui étaient insérés dans des douilles d'obus et protégés en eau à la flamme du vent. La préparation du café eut un espace spécial. Les tankistes américains avaient souvent accès au café Gaya, une boisson forte qui fournissait de l'énergie pendant les gardes nocturnes. Les tankistes allemands devaient se contenter de substituts comme la chicorée, tandis que les soviétiques buvaient du thé sucré avec addition de confiture. Dans les équipages britanniques était populaire la boisson Oxo, un bouillon de viande en cubes qui réchauffait et fortifiait. La cuisine devint ainsi un rituel pendant lequel les équipages se racontaient les nouvelles et renforçaient les relations. Les tankistes soviétiques recevaient souvent des pains secs, poissons salés et bouillis. Quand la situation le permettait, ils cuisinaient dehors dans un chaudron, tout en gardant le char. Par temps glacial, cependant, leur soupe gelait souvent, avant qu'ils ne puissent la manger. Pour maintenir la nourriture chaude, ils posaient les casseroles sur le moteur ou l'échappement. Les partines métalliques chaudes servaient de plaques de cuisson improvisées. Les équipages américains utilisaient des paquets alimentaires flexibles. S'il fallait réchauffer des conserves, ils les plaçaient près du moteur. Certains équipages se souvenaient avec humour que le moteur du Sherman était si chaud que la nourriture se réchauffait en quelques minutes. Pendant les tempêtes de neige, cependant, ils devaient se contenter de nourriture froide et attendre un moment plus calme.
Le sommeil dans un équipage de char était un luxe. Les tankistes devaient être prêts à partir à tout moment, et dormaient donc par intervalles alternés. Le Pixie Sui permettait aux Britanniques de joindre les jambes et de créer un sac de couchage. Ainsi l'équipage pouvait s'installer sur le plancher du char ou en dessous. Dans beaucoup de cas, les tankistes tendaient une bâche par-dessus le char et en faisaient un abri. Le sol gelé était couvert de branches et de bâtons pour isoler de la neige froide. Le sommeil avait aussi une dimension psychologique. L'équipage essayait souvent de dormir en chaîne, tête sur les genoux l'un de l'autre, pour se réchauffer mutuellement. Dans certaines unités se créaient des horaires fermement établis. 2 dormaient, 3 faisaient la garde, et toutes les 2 heures, ils se relayaient. Il n'était pas inhabituel que le sommeil soit interrompu par des explosions ou des fusées éclairantes. Dans de tels moments, les tankistes devaient se réveiller et réagir en quelques secondes. Cela exigeait discipline et préparation physique. Les conditions physiques du sommeil différaient selon le type de char. Dans certaines machines, il y avait sur le plancher un fin tapis de caoutchouc qui isolait du froid. Mais plus souvent, le plancher était nu et métallique. Les tankistes utilisaient donc des caisses en bois, des couvertures, et même des capots d'échappement grillés comme matelas improvisés. Lors de chutes de neige, le toit du char se couvrait de glace. Les équipages devaient gratter la glace avant de dormir pour qu'elle ne s'accumule pas et n'alourdisse la caisse. Quand l'équipage dormait dehors, il utilisait souvent la chaleur du moteur. Après l'arrêt du moteur, ils posaient une bâche par-dessus la cloison moteur et s'allongèrent dessus, se réchauffant avec la chaleur résiduelle. Les tankistes soviétiques dans le Sherman utilisaient un tarpaulin dont ils couvraient le moteur. Les Britanniques et Américains ajoutaient aux combinaisons des couvertures en feutre et des jetés en fourrure qu'ils obtenaient du marché civil ou par échange. Les Soviétiques dormaient souvent directement dans l'espace du char en position assise, surtout quand ils gardaient le moteur pendant la nuit. D'autres fois, ils utilisaient des abris improvisés ou se creusaient un nid de neige à côté du char. Selon Fedorovitch, l'équipage dans le Sherman se couvrait d'une bâche par-dessus l'espace moteur, créant ainsi une couverture de sommeil plus chaude. Dans des cas exceptionnels, les équipages démontèrent les caisses en bois avec munitions et en construisaient des lits provisoires. Dans certaines unités, on utilisait aussi des matelas gonflables en caoutchouc qui pouvaient être rapidement pliés. Néanmoins, la plupart des tankistes se souviennent du claquement constant des dents et des maux de dos causés par le sommeil sur le métal. L'hygiène dans l'équipage de char était un grand défi. L'accès à l'eau était limité et le temps glacial empêchait le lavage. Les équipages se nettoyaient donc les dents avec de la neige et essuyaient leurs mains avec des chiffons. Quant aux besoins naturels, les solutions étaient improvisées. Les tankistes britanniques utilisaient des douilles d'obus vides comme toilettes improvisées. Après remplissage, elles étaient jetées hors du char. Ailleurs, les équipages se creusaient un trou derrière le buisson le plus proche. Pendant la bataille, cependant, ils devaient uriner directement dans un coin du véhicule. Les problèmes d'hygiène n'incluaient pas seulement les toilettes. Le port prolongé des mêmes couches de vêtements causait des moisissures et maladies de peau. Dans les équipages allemands apparaissaient des cas de pieds des tranchées, gelures combinées à des infections. Les Britanniques et Américains essayaient de sécher les vêtements au-dessus du moteur et de les aérer, mais lors de combats ininterrompus, il n'y avait pas de temps. Les tankistes soviétiques dormaient souvent dans les vêtements qu'ils portaient aussi, plusieurs semaines sans lavage, ce qui menait à la propagation de poux. Néanmoins, existaient des méthodes d'hygiène improvisées. Les équipages utilisaient l'alcool des trousses de secours pour désinfecter les mains et résolvaient ainsi aussi le stress psychologique. Certaines unités avaient sur le côté extérieur du char un seau fixé qui servait de lavabo. À l'intérieur, on mettait une pierre chauffée pour que l'eau ne gèle pas. Les brosses à dents se fabriquaient souvent avec des brindilles. La pâte était remplacée par de la poudre de craie broyée. Même si ces mesures étaient primitives, elles aidaient à maintenir le moral. La sensation de propreté était un symbole de dignité humaine dans des conditions inhumaines.
Dans la dernière partie de ce chapitre, il vaut la peine de mentionner aussi les techniques psychologiques. Les équipages se chantaient à des chansons, récitèrent des poèmes ou jouaient à des jeux de mots pour oublier le froid. Certains tenaient des journaux où ils décrivaient non seulement le combat, mais aussi des détails comme le goût du thé ou la couleur du ciel. Ces écrits fournissent aux historiens d'aujourd'hui un aperçu précieux de la vie quotidienne. L'humour était une défense contre la peur, les blagues sur les derrières froids ou les caricatures d'amis aidaient à réchauffer l'atmosphère. De tels moments montrent que même quand les tankistes faisaient face à la mort, ils réussissaient à préserver leur humanité. Malgré le manque de confort, l'humour restait un outil puissant. Les équipages inventèrent des surnoms pour leurs pixie-suies, rivalisaient sur qui préparait le meilleur thé, et dans les moments calmes, se racontaient des blagues sur les pieds froids. Ce sens de l'humour aidait à surmonter les conditions rudes et rappelait que même en guerre, les gens restent des gens. Dans le chapitre suivant, nous examinerons les différences sociales et culturelles entre les armées individuelles et comment elles ont influencé leur approche de l'hiver. Dans le combat hivernal, il ne s'agissait pas seulement de technique et d'équipement, mais aussi de culture et de milieu social des équipages. Dans la partie suivante, nous verrons comment différentes armées approchèrent les équipages et comment leurs expériences différaient. Les tankistes soviétiques étaient aux yeux de leurs polytrucs de héroïques défenseurs de la patrie. Pendant la bataille de Moscou en décembre 1941, les températures chutaient sous moins 30 degrés Celsius, tandis que les machines allemandes gelaient, les T-34 soviétiques, grâce aux moteurs diesel et à l'air comprimé, démarraient. Les équipages faisaient cependant face au manque de nourriture, logement et soins médicaux. Beaucoup de soldats portaient des telogreïkas ouatés et des valanquis en feutre, qui étaient bon marché et produits en masse. Les archives militaires soviétiques montrent que la camaraderie et l'esprit collectif étaient des facteurs clés. Les vêtements et le chauffage des chars étaient plus simples comparés à d'autres armées, mais l'accent était mis sur la réparation rapide et le mouvement. Le département politique publiait des brochures avec des conseils de base pour la protection contre le gel. Elles avertissaient contre le contact du métal nu et rappelaient que les doigts pouvaient geler. Les équipages développèrent des principes improvisés. Par exemple, attacher des chiffons chauds aux poignets des canons et échanger les gants toutes les quelques minutes. L'armée allemande entrait en Union soviétique avec l'illusion que la guerre se terminerait avant que l'hiver frappe. La réalité apporta cependant des milliers de cas de gelure, et gela aussi la mécanique. Les plaintes sur le manque de vêtements d'hiver étaient si fréquentes que le commandement émit un ordre de redistribution de manteaux en fourrure des biens civils confisqués. Après l'introduction du costume d'hiver M1942, les équipages eurent finalement un vêtement qui fournissait isolation et leur permettait de mieux se mouvoir. Néanmoins, beaucoup de tankistes préféraient les improvisations, bourrer les bottes de paille, enrouler les pieds dans des journaux et attacher des mouchoirs chauds autour du cou. Le moral des équipages allemands était sous pression. Des journaux il ressort que certaines unités se taillaient des supports en bois pour empêcher le contact direct des pieds avec le métal gelé, et dans les moments libres jouaient aux cartes pour réchauffer l'esprit. Néanmoins, l'impact de l'hiver était dévastateur, comme le nota un rapport de la Wehrmacht. Fin novembre, il y avait plus de soldats à l'hôpital à cause des gelures qu'à cause des blessures par balles. L'armée britannique entra en Europe en 1944 à 1945 avec des expériences de combat en Afrique. Les équipages se débattaient, initialement avec le manque de vêtements d'hiver, mais après l'introduction du Parker Pixie Suite, la situation s'améliora. L'avantage était aussi la logistique de qualité. Les routes d'approvisionnement britanniques et américaines assuraient des livraisons régulières de nourriture, boissons chaudes et fournitures médicales. Les tankistes britanniques se basaient sur le rituel du thé. Chaque moment libre était utilisé pour faire du thé. Ce rituel avait une fonction sociale.
Ils construisaient l'unité de l'équipage et apportaient un court moment de normalité. Beaucoup d'équipages attachèrent dans les chars des objets personnels, photos, mascottes, petits talismans, qui leur rappelaient le foyer et augmentaient la résistance psychique. Les Américains avaient, grâce à leur industrie forte, un avantage en équipement et approvisionnement en carburant. Le tanker jacket fournissait aux tankistes la chaleur et était conçu pour permettre le mouvement dans les espaces restreints. Les équipages utilisaient en plus souvent un générateur électrique qui chauffait les batteries et assurait la chaleur résiduelle. Les unités américaines se débattèrent cependant aussi avec des défis psychologiques. Beaucoup de tankistes étaient recrutés dans des zones urbaines et n'étaient pas habitués au froid extrême. Des récits de vétérans, il ressort que les équipages chantaient, jouaient aux cartes et écrivaient des journaux pour maintenir l'esprit. Le combat hivernal dans les Ardennes, surtout pendant l'offensive de décembre 1944, leur montra que le luxe de la supériorité technologique ne signifie pas tout. Indépendamment de la nationalité, la cohésion de l'équipage était la plus importante. Dans les espaces où 3 à 5 personnes étaient constamment ensemble, naissaient des relations profondes. Dans un tel environnement, était exigée une concentration absolue et la confiance. Comme le nota l'historien James Holland, le char était pour l'équipage un foyer, lieu de travail, chambre et refuge. Cela exigeait une adresse amicale par les noms et le partage de toutes les joies et peines. Le sens de l'humour était aussi important que les munitions. À la fin de ce chapitre, on peut dire que même si les stratégies hivernales des armées individuelles différaient, tous les équipages essayèrent de trouver un équilibre entre innovation technique et besoins humains. Dans la dernière partie, nous examinerons la portée plus large de ces expériences et ce qu'elles peuvent nous dire sur l'époque actuelle. L'un des facteurs qui influençait les expériences hivernales était aussi l'entraînement et l'organisation des unités. Les équipages soviétiques passaient par un entraînement de base, dans des conditions hivernales. Ils apprenaient comment allumer un feu sans fumée, comment emballer le moteur dans des couvertures et comment utiliser la neige pour le camouflage. Les tankistes allemands étaient excellemment formés dans la tactique du blitzkrieg, mais le combat hivernal était sous-estimé dans les cours. Après l'hiver catastrophique de 1941 à 1942, cela changea et dans les unités allemandes surgirent des écoles d'hiver qui préparaient les équipages aux conditions extrêmes. Les Britanniques et Américains apprenaient de leurs alliés. Le Canada et la Norvège fournissaient des zones d'entraînement où les tankistes testaient leurs machines sur la glace et essayaient différents types de chaînes sur les chenilles. Les chaînes logistiques influençaient aussi significativement le confort des équipages. L'industrie soviétique se déplaça pendant la guerre vers l'Est et la production de vêtements et provisions était souvent décentralisée. Cela signifiait que certaines unités recevaient rapidement de nouveaux équipements, tandis que d'autres devaient attendre des mois. Les entrepôts militaires allemands étaient au contraire centralisés, mais les bombardements et attaques de partisans perturbaient souvent les livraisons. Les logisticiens britanniques et américains créèrent de vastes corridors d'approvisionnement à travers l'Atlantique. Leurs convois assuraient non seulement les munitions, mais aussi thé, café, couvertures et pièces de rechange. Cela permit aux équipages d'avoir un approvisionnement régulier en vêtements chauds. Les équipages de différentes nationalités se rencontraient, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'arrière. Dans le cadre des programmes Lend-Lease, se déroulaient des échanges de machines et équipements. Les tankistes soviétiques rencontrèrent ainsi des mécaniciens américains, qui leur enseignaient la maintenance du Sherman. Dans le golfe italien, les équipages britanniques et polonais partageaient les provisions et fumaient des cigarettes sur les toits des chars. Ces interactions apportaient de nouvelles idées. Par exemple, les tankistes polonais enseignaient aux Britanniques comment fabriquer des semelles chauffantes pour bottes avec des crins de cheval. D'autre part,
Les Allemands et Finlandais partagèrent des connaissances tactiques sur le mouvement sur glace. Les différences culturelles se reflétaient aussi dans la musique et le divertissement. Les soldats soviétiques chantaient des chansons populaires sur la mer Russie. Les Allemands jouaient de l'harmonica et chantaient des chants militaires de marche. Les Britanniques chantaient des mélodies swing populaires et les Américains du jazz. La musique devint un moyen qui surmontait les barrières linguistiques. Pendant de courtes pauses, les équipages échangèrent des mélodies et apprenaient les paroles de chansons étrangères. Ces moments créaient un sentiment d'appartenance qui était plus important que les différences d'uniforme. Le cours de la guerre montra que les armées savent apprendre. Après les premiers hivers cruels, l'Allemagne et l'Union soviétique commencèrent à investir dans la recherche de lubrifiants hivernaux, meilleurs costumes et dispositifs de préchauffage. Les commandants commencèrent à planifier des opérations en tenant compte des prévisions météorologiques et considéraient la nécessité de pauses hivernales. Dans la seconde moitié de la guerre, les chars apparurent aussi dans d'autres climats, par exemple dans le nord de l'Italie ou en Grèce, et les équipages devaient passer entre chaleur extrême et gel. Cette expérience contribua au développement de technologies plus universelles. Les combats hivernaux laissèrent des traces sur les gens et machines. Beaucoup de vétérans souffraient, après la guerre, de séquelles de gelures et de rhumatismes. Les chars qui servirent dans les gels avaient souvent des transmissions usées et des joints de blindage endommagés. Cela fournit aux fabricants des données pour le développement de véhicules futurs. Les chars modernes sont équipés de chauffages automatiques, modules échangeables et systèmes de climatisation qui peuvent être réglés en mode été ou hiver. L'histoire sert ainsi de manuel de progrès technique. Dans le chapitre suivant, qui conclut notre exposé, nous nous concentrerons sur comment ces expériences résonnent avec le présent et comment elles peuvent inspirer non seulement les soldats, mais aussi les civils dans le dépassement de conditions extrêmes. Quand nous regardons en arrière vers les hivers glaciaux de la Seconde Guerre mondiale, nous découvrons que les histoires des équipages de chars ne parlent pas seulement de tactiques de combat, mais aussi d'ingéniosité et persévérance humaine immense. Les histoires que nous nous sommes racontées dans les chapitres précédents soulignent que la survie se compose de nombreux petits facteurs, de la viscosité de l'huile jusqu'à qui prépare le thé du matin. Dans les espaces restreints des géants métalliques, il s'avéra que la résistance au gel ne se déroule pas seulement dans les moteurs et lubrifiants, mais principalement dans l'esprit et le cœur. Dans cette vidéo, vous avez appris comment différentes nations, soviétiques, allemands, britanniques et américains, affrontaient le même ennemi, l'hiver. Les innovations techniques, comme les chauffages de moteurs, circuits d'air inversés, générateurs auxiliaires ou préchauffeurs d'accumulateurs étaient des jalons importants. Également significatives étaient les procédures humaines simples, partage de chaleur, utilisation de journaux comme isolation, champs communs et rituels de thé. Ces principes simples montrent que la technologie seule ne suffit pas. L'improvisation et la coopération sont cruciales. Dans un moment, nous révélerons comment ces expériences se sont projetées dans le développement de véhicules blindés modernes. Les chars actuels sont équipés de climatisation sophistiquée, sièges chauffants et démarreurs automatiques qui permettent un fonctionnement immédiat même dans des conditions arctiques. Beaucoup d'armées utilisent le préchauffage moteur qui est aujourd'hui une partie courante des véhicules diesel. Certaines armées modernes équipent leurs équipages aussi de capteurs surveillant le niveau d'hydratation et la température corporelle. Les leçons du passé restent cependant pertinentes, comme alors, il est aujourd'hui important d'avoir le bon équipement, provisions et formation pour le combat en climat extrême. Les entreprises développent de nouveaux lubrifiants synthétiques qui ne durcissent pas même à moins 50 degrés Celsius. Et les fabricants de vêtements créent des couches de fibres modernes qui sont légères et en même temps chauffantes. Les combats hivernaux de la Seconde Guerre mondiale nous rappellent que la guerre est plus qu'un affrontement de deux armées. C'est un combat avec la nature et les limites du corps humain. Les tankistes qui, dans leurs châteaux d'acier,
se débattaient avec le gel, devaient se poser les mêmes questions que nous aujourd'hui. Comment protéger ces gens? Comment maintenir la technique en marche? Et comment trouver la motivation quand le monde environnant gèle? Ces histoires de courage et d'ingéniosité peuvent nous inspirer dans toute situation où nous affrontons des conditions apparemment insurmontables, qu'il s'agisse d'expéditions alpinistes, recherches polaires ou pandémies. Au-delà de l'horizon de cette narration se cachent d'autres chapitres fascinants. Comment les chars se sont-ils développés dans l'ensemble après la guerre? Quel rôle joue la technique dans le climat à l'Est ou dans le désert? De tout cela, nous parlerons dans quelques-uns des prochains épisodes. Merci d'avoir suivi cet exposé. J'espère que les petits détails de la vie des tankistes vous ont intéressé, du Pixie 8 au générateur chauffant. Si le sujet vous a touché, mettez s'il vous plaît un pouce vers le haut et partagez la vidéo avec vos amis. Ensemble, nous pouvons ainsi maintenir vivantes les histoires de la Seconde Guerre mondiale. Attendez-vous à notre prochaine rencontre. Dans un moment, nous révélerons un autre morceau de la riche mosaïque de l'histoire.